Le Jaguar était l'avion par lequel l'armée de l'air faisait la guerre. Il est fait exactement pour la mission qu'on lui demande. Je m'appelle André Carbon, je suis rentré à l'école de l'air en 1972 pour 26 ans dans l'armée de l'air en tant qu'officier pilote. Et j'ai passé toute ma carrière opérationnelle sur Jaguar, 11 ans, 9 ans à la 11e escadre de Toul et 2 ans à la 7e escadre de Saint-Dizier. Donc je vais vous parler du Jaguar. J'en ai fait plus de 2000 heures. J'ai fait 10 détachements en Afrique, 7 fois chef. J'ai fait 96 missions au-dessus du territoire hostile, dont l'attaque de la piste de Wadi Doum. Quelques caractéristiques de cet avion. D'abord, c'est une coopération franco-britannique. La France a acheté 200 Jaguars, 160 monoplaces, 40 biplaces. C'est un avion qui était dédié à l'appui tactique. Par appui tactique, on entend attaque au sol d'objectifs d'infrastructure ou d'appui de troupes au sol. Quelques caractéristiques, il fait 19 mètres de long à peu près, 9 mètres de large, 7 tonnes 2 à vide, tout à fait comparable avec un Mirage 3 ou un F1. 3 tonnes 2 de pétrole en interne, ce qui donnait en basse altitude une autonomie de 1 heure, 1 heure et quart, c'est beaucoup. Et puis, il était capable d'emmener tout ce qui était armement air-sol. Il y avait 5 points d'emport, on les verra ensuite, que ce soit bombes, roquettes classiques, que ce soit missiles anti-radar, que ce soit bombes d'idées laser, toute la panoplie air-sol était capable d'emport par cet avion. C'était le seul d'ailleurs à faire ça, et c'est pour ça une des raisons pour lesquelles il était employé. Voilà, je propose qu'on descende, qu'on détaille l'avion partie par partie. Je l'aborderai sous un aspect utilisateur opérationnel. On va commencer par la partie arrière, c'est-à-dire dérive plan fixe. Pour les connaisseurs, vous remarquerez la similitude avec celle du Fantôme. Alors la dérive du Fantôme est un peu plus longue, un peu plus large, mais au niveau des plans fixes, c'est exactement la même chose. Alors l'avantage des plans fixes, ils sont au-dessus, enfin derrière la sortie des moteurs. Ce qui est assez utile parfois lorsque on est accroché par un missile infrarouge. Le fait d'incliner l'avion masque la sortie chaude des moteurs et peut faire décrocher les missiles. Alors, je l'ai vu plusieurs fois en missile air-air, en missile air-sol, bon, c'est plus difficile à voir. Pour commencer par l'arrière, il y a un parachute queue, qui est énorme et dont on se servait très peu souvent. Pourquoi? Parce que le Jaguar a des vitesses d'atterrissage qui sont assez faibles, mais le parachute était là en cas de besoin. Pour donner un ordre d'idée, à 160-170 nœuds, c'est-à-dire une vitesse un peu supérieure à celle qu'on prenait d'habitude, sortir le parachute faisait perdre instantanément 30 à 40 nœuds. Donc ça simplifiait le problème s'il y en avait à l'atterrissage. Donc le parachute à tel point que on l'a remplacé après en opération par un lanceleur infrarouge, qui était une réalisation locale qui a été faite à la 11e escadre. Ensuite, on voit une crosse. Alors c'est pas la crosse des marins, mais c'est une crosse pour accrocher les brins d'arrêt qui étaient placés avant les barrières. Alors c'était très pratique. Pourquoi? Parce que ça n'abîmait pas l'avion. Lorsque vous prenez la barrière avec un avion, d'abord vous abîmez la barrière, il faut la remplacer, et ensuite ça occasionne toujours des dégâts à l'avion. Il y a des prises pitot, des sondes d'incidence, tout ça, et ça nécessite pas mal de réparations. Là, vous prenez le brin, c'est le même principe que pour le porte-avions, quoi.
et la décélération est très lente, très intéressante. J'ai fait un exercice une fois, on m'a demandé d'engager le bras à 50 nœuds, je trouvais que ça allait pas vite, j'en ai pris au moins le double, et là vraiment on se sent décélérer vraiment tout doucement. Ensuite, au niveau de la remise en œuvre, très intéressant, vous relevez la crosse, vous enlevez le brin, vous retendez le brin et la piste est opérationnelle. Si la barrière est engagée, là, c'est plusieurs heures qu'il faut pour la remettre en état. Ici, on a aérofrein, et sur l'aérofrein gauche, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le micro-turbo. C'est un petit réacteur dont le but est de mettre en route les deux autres. Alors, un avantage énorme au niveau de la mise en œuvre, c'est que vous n'avez pas besoin de groupe de parc pour démarrer cet avion. Vous mettez le micro-turbo en route et il va charger des deux autres. C'est un peu comme l'APU sur les avions de ligne, mais surtout, ça évite d'avoir un groupe de parc. Quand vous avez 10 avions, il faut 10 groupes de parc. Ici, là, on démarre chacun. Donc, j'avais dit 5 points d'emport. Il y en a un ici en ventral et deux sous chaque aile, sous lequel on peut mettre de l'armement. Ici, vous avez un panier de roquettes, 36 roquettes de 68 mm. J'en ai tiré plusieurs fois. Je peux vous dire que c'est redoutable, c'est d'une efficacité. Ça couvre une large zone et surtout, ça fait beaucoup de dégâts. Un mot sur le train. Alors, le train d'atterrissage, vous voyez, c'est des roues de tracteur. Alors, ça donnait un gros confort à l'atterrissage, puisqu'on avait des roues de tracteur. Une fois qu'on était par terre, ça tenait bien et surtout, ça freinait bien. Et au niveau des freins, il y avait des fusibles, c'est-à-dire que si on sollicitait trop les freins, ça accumulait beaucoup de chaleur. Et au lieu d'éclater le pneu sur la piste, les fusibles temporisaient et l'éclatement se produisait au parking. On continue par les volets. Dispositif hyper sustentateur, les volets ici, les becs là. Vous voyez, ils sont énormes. Avantage, c'est des vitesses d'atterrissage assez faibles. Donc, grosso modo, on approchait à 140, 150 nœuds et ça faisait un toucher vers 130 nœuds. Rien à voir avec les vitesses d'autres avions type Mirage 3 ou même Mystère 4. Voilà. Bon, ici, j'ai ouvert cette trappe. Normalement, il y a un canon de 30 mm, un des phares. Bon, ça, c'est un avion un peu particulier, c'est un avion d'essai, donc ils l'ont enlevé. Canon de 30 mm, la sortie qui est là-bas. Les caissons sont ici. On avait 300 obus. 1800 coups minutes, ça faisait à peu près 10 secondes de feu. Alors 10 secondes, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est quand même énorme. Il faut savoir que en une demi-seconde, vous envoyez 30 obus. Voilà. Alors, ici, j'en profite pour parler du nid d'abeilles par lequel est constitué cet avion. Alors, le nid d'abeilles a l'avantage que c'est une structure qui est très légère. Bon, c'est bien pour un avion, mais elle est assez fragile sur certains points. Notamment, au début, on avait des bâches qu'on mettait au-dessus des verrières la nuit pour les protéger. Et ça a dû être un jour à Istres ou je ne sais pas, un jour où il y avait du vent, il y a une attache de la bâche qui s'est détachée et qui a tapé toute la nuit contre la paroi. Bah, le lendemain matin, c'était la catastrophe. Toute la partie sur laquelle avait martelé l'attache était complètement explosée. On voyait le nid d'abeilles et depuis ce temps-là, bon, on met plus de bâches. Bon, ici, on a la perche de ravitaillement. Bon, c'est un biplace. Sur les monoplaces, la perche était à travers de la cabine. C'est une espèce de coude qu'on montait. C'était pour la transfo, pour apprendre à ravitailler. Ravitailler, c'est quand même un exercice assez particulier, assez pointu. Il fallait être prudent, il fallait surtout être méthodique. Voilà. Bon, en première constatation, on a de la place.
Hein, vous mettez un Mister 4 là, que devant un Mirage 3, il n'y a pas de place. Bon, c'était un avion qui était très agréable. La clim marchait très bien, surtout en Afrique, on avait besoin. Faisait pas de bruit. La radio était de bonne qualité, si bien que lorsqu'on était en vol, c'était très confortable. On mettait la température qu'on voulait, pas de bruit, bien confort. Sur des missions de 5 heures, 6 heures, ça compte et c'est très appréciable. Maintenant, au niveau de la disposition, ben on retrouve une disposition classique, hein, c'est les instruments qui sont ronds, c'est pas des visus qu'on retrouve dans le Rafale ou même dans le 2000, mais d'une manière générale, c'est bien disposé, c'est logique. Bon, après plusieurs générations, on a la boule, l'horizon qui est au milieu, à côté le badin, l'altitude, le vario, l'aspect conduite moteur, carburant, tout ça c'est à droite. Tout ça c'est logique. Tout ça c'est logique, bien disposé. Ça a amené à très peu de diags. Il n'y avait pas de piège dans cet avion, style celle que j'avais connue dans le Mister 4. Mister 4, sur la banquette gauche, il y avait la commande des volets qui était juste derrière la commande de HP, enfin de HP carburant, pardon, j'y arrive, voilà, HP carburant. Si bien lorsqu'on était un peu stressé, un peu préoccupé, de temps en temps, la main, au lieu d'aller sur les volets en dernier virage, allait sur la commande de la HP et ça a amené quand même pas mal de gags. Ici, non, il n'y a pas, tout est bien ordonné, tout est bien logique, c'était bien conçu. Alors il y avait deux choses que je voulais noter, c'est tout d'abord un instrument qui n'existe pas, ça c'est un avion d'essai, il n'était pas aux normes de ce qu'il y avait dans les unités, c'est l'incidence-mètre. L'incidence-mètre donnait quand même une bonne idée de l'état d'énergie qu'a votre avion. Bon, pour parler plus simplement, si vous étiez au-dessus d'une incidence de 13 degrés, ça n'allait pas bien. Il fallait faire quelque chose, il fallait pas y rester et il fallait descendre. Et l'incidence mètre prévenait et vous disait attention, l'incidence monte, il faut faire quelque chose. Donc vraiment un progrès par rapport aux avions que j'avais connus avant, c'est-à-dire Mister 4, T-33 et autres. Que ce soit en combat, que ce soit en basse altitude, que ce soit en manœuvre, cet incidence mètre était un gros progrès. Ici, sur le côté qui n'existe pas, il y avait deux boutons qu'on appelait les PC modulés. Alors, lorsque vous faites la courbe de poussée en fonction de l'avancée de la manette, vous avez une droite pour la plage plein gaz sec, vous avez une droite pour la plage post-combustion, mais pour passer de l'une à l'autre, vous avez un écart. Et cet écart correspondait à la poussée dont on avait en général besoin lors du ravitaillement. C'est-à-dire plein gaz sec, on n'en avait pas assez, mini PC, on en avait trop. Et nos ingénieurs ont trouvé cette, enfin je vais dire cette astuce, cette modification qui faisait que de la plage 80% plein gaz sec jusqu'à pleine charge PC, la courbe n'était pas une courbe, c'était une droite linéaire qui donnait une réponse intéressante au niveau. Inconvénient, c'est qu'on était en PC depuis 80% et lorsqu'on est en PC, on consomme beaucoup. Voilà. Mais sans cette modification, on n'aurait pas pu ravitailler. Alors, je vais vous parler d'une mission, une mission type qu'on faisait au Tchad. Et je crois bien que la mission qui est tracée sur la carte, c'est la dernière mission que j'ai faite, c'est-à-dire une reco au Soudan, à la frontière du Soudan. Alors, on avait Djamena ici, ça c'est une carte au 1 million. Et vous avez la zone de reco, on pensait qu'il y avait des rebelles, des réfugiés ici, qui est à 500 nautiques. 500 nautiques, ça fait pratiquement 1000 km. Alors, c'était une mission qui s'est faite à 4 avions.
La préparation se fait au sol, se fait la veille, tranquillement. Ce qu'il faut, c'est contacter d'abord les Boeing, les ravitailleurs. Les ravitailleurs n'étaient pas jamais là. Ils venaient soit d'Ibreville, soit de Bangui. Bon, c'était un choix qui était fait. S'ils étaient à Djamena, c'était beaucoup plus simple. Donc, pour retrouver le ravitailleur, on avait un point et une heure, et un cap. Bon, c'est un exercice assez simple. La rejointe. Bon, on est tout seul, on est 4 avions, on se voit. Le ravitaillement, proprement dit, lorsque l'air est calme, pose pas beaucoup de problèmes. On applique la méthode, on rentre. Par contre, si c'est turbulent, c'est-à-dire que le panier dans lequel on doit rentrer commence à sauter, là ça devient parfois de haute voltige. Bon, dans cette saison-là, laquelle ça s'est passé, c'était calme, on rejoint le Boeing sans problème. On ravitaille, on fait le plein complet à 4 avions, et on descend. On descend en basse altitude. Alors la basse altitude, en France, c'est 500 pieds avec des zones à 250 pieds, donc 150 mètres, 80 mètres. En Afrique, on dérange pas grand monde, c'est plus du désert qu'autre chose. Donc grosso modo, on volait aux alentours de 150 pieds. Bon, on est à 4 en position, ce qu'on appelle défensive, c'est-à-dire vous avez 2 avions, l'un à côté de l'autre, séparés par 2-3 km, et les équipiers qui protègent derrière. Et on roule, comme on disait à l'époque, on vole à 450 nœuds. C'est une vitesse à laquelle on a assez d'énergie pour répondre éventuellement à un break ou à un départ missile. Donc on est 4. Sur la zone de reconnaissance, à ce moment-là, on passe l'un derrière l'autre, et puis le tout, c'est d'être assez confortable pour regarder ce qu'il y a en bas et voir s'il y a quelque chose à voir. Là, en fait, c'était juste, il y avait un camp de réfugiés qui était juste de l'autre côté de la frontière, il était à 2-3 km. Bon, on voyait pas, on est revenu avec les premiers pods Atlas. Pod Atlas, c'est un poste de targeting qui permet un grossissement, donc on a pu voir ce que c'était. Et une fois qu'on a bien tourné, on essaye de garder un maximum de pétrole, c'est-à-dire ce qu'on appelle le playtime, sur zone pour rentabiliser la mission. À ce moment-là, on rentre en haute altitude, et on montait jusqu'au niveau 400, et puis retour de Djamena. Voilà. Donc au retour, si le Boeing était facile ravitailleur, était bien disposé, on pouvait le retrouver. On pouvait retrouver le Boeing, refaire le plein et repartir ailleurs, ou juste s'entraîner à faire ce qu'on appelle des contacts secs, et puis descendre. C'était variable. Alors maintenant, il y avait des F-1C, défense aérienne, qui étaient là. Lorsque c'était calme, j'ai fait des détachements où c'était calme, on les emmenait avec nous en basse altitude, parce qu'ils aimaient bien. Mais là, à la période à laquelle ça s'est passé, c'était épervier, on était sous menace libyenne permanente. Donc les F-1C, ils étaient en l'air, il y en avait 2 F-1C en permanence en l'air, qui étaient là au cas où un avion libyen arrive. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire du Jaguar tel que je l'ai vécu à travers les 11 ans que j'ai passé en unité opérationnelle. Il y avait 2 escadres qui étaient équipées de Jaguar. Il y avait la 11 à Toul et la 7 à Saint-Dizier. Alors entre Toul et Saint-Dizier, par la route, il doit y avoir 60 km. Et puis surtout, 2 escadres de cultures différentes, mais voire opposées. D'un côté, il y avait la 7 qui avait la mission de nucléaire tactique. Alors le nucléaire, c'est hyper rigide, les procédures sont strictes, voire pesantes. Donc d'un côté, vous avez la 7 qui évolue dans un cadre très rigoureux, et de l'autre côté, il y a la 11, c'est un peu l'opposé. C'est le conventionnel, ils vont en Afrique,
Comme on dit chez moi, souvent, il manquait 10 sous pour faire 100 balles, c'est le système D, mais qui n'a pas que des inconvénients. Ça donne loisir à certaines initiatives. Je vais parler du lanceleur de queue. C'est un mécano du 211 qui a eu cette idée de faire le lanceleur de queue et qui l'a fabriqué. Il y a eu aussi le phare de ravitaillement en bol de nuit qui a été fait à l'intérieur et le puits de navigation. De cultures différentes. Et le Jaguar à Saint-Dizier a remplacé le Mystère 4. Alors, le gap entre Mystère 4 et Jaguar était quand même significatif, était énorme. Bon, c'est deux moteurs, il y avait la PC, les hypersustentateurs, le ravito, le calculateur d'ONAV, l'incidence mètre, etc., etc. Les améliorations étaient notables. Et la 7 a encensé le Jaguar. Et 2 ans après, la 7 a été équipée en premier, 73-75, et le Jaguar est arrivé 2 ans après à la 11. Et les gens de la 11 attendaient monts et merveilles, puisque la 7 avait encensé. Et là, c'était une autre histoire, parce que le Jaguar ne remplaçait pas le Mystère 4, il remplaçait le F-100. Alors, le F-100, il avait fait ses preuves au Vietnam, c'était l'avion américain, tôle, 4 canons de 20 mm, une PC, enfin bref, comme les gens disaient, ceux qui en ont fait, c'était un avion d'homme. Donc, les gens de la 11, très déçus par le Jaguar. Et ça devenait même problématique. Et il a fallu qu'un jour, le commandant d'escadre, qui s'appelait Richalet, vienne au briefing météo, pousse une gueulante comme pas possible en disant il y en a marre d'entendre parler du F-100, maintenant c'est le Jaguar, on ne reviendra pas en arrière. Et il avait conclu en disant que si il y en a qui avaient la nostalgie des avions américains, il l'enverrait de l'autre côté, c'est-à-dire à Nancy-Ochet, où il y avait les T-33. Bon, ça a quand même un peu calmé. Fin octobre 77, première alerte pour partir en Afrique. Et puis à force de dire on y va, on n'y va pas, début décembre, c'est parti. Donc, les mises en place de 4 Jaguars, dans un premier temps, à Dakar, pour intervenir en Mauritanie sur les colonnes du Polisario. Et tout de suite après, ça a enchaîné avec Tako au Tchad, sur les rebelles. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que cet avion, le Jaguar, mais il est fait exactement pour la mission qu'on lui demande. C'est-à-dire, vous le mettez en place à Istres, 5 heures, 5 heures et demie, 6 heures après, ça dépend du vent, vous êtes en place à Dakar. La remise en œuvre, elle est très facile. Vous repartez, vous ravitaillez, vous intervenez à plus de 1000-2000 km. Vous avez une plateforme de tir qui est excellente. Vous revenez, bref, il répond. Et en plus, une chose qu'on va découvrir sur place, c'est que cet avion encaisse très bien les coups. Parce qu'il faut savoir qu'en bas, les gens se défendent, ce qui est tout à fait normal. Une histoire qui est symptomatique, c'est celle du Jaguar A91. Alors, A91, ça commence à Tako, en 78, début 78, une intervention sur les rebelles dans la palmeraie de Jeddah. Le pilote, c'est Jean-Michel Quentin, qui, au dégagement d'une passe, dit tout d'un coup, il y a un silence assourdissant dans cet avion. Il avait pris un obus, un projectile dans la connexion radio-oxygène qui était à l'intérieur. Ben, il en a pris un peu plus partout. Et il rentre un peu comme il peut, c'est-à-dire il voit le pétrole qui descend, c'est-à-dire qu'il a pris un projectile dans un réservoir, il n'a plus de radio, il ne peut pas monter au-dessus de 20 000 parce qu'il n'a plus d'oxygène, il se pose, il a 3 fois rien comme pétrole, les mécanos sont complètement ahuris, l'avion est couvert de pétrole, enfin bref, il revient à 91. Ça, c'est la première fois. Deuxième fois, le A91, pour l'attaque de Wadi Doum, il est numéro 12, c'est-à-dire c'est le dernier. Et la dernière patrouille était équipée en bombe de 250 kg freinée. Alors le principe, vous larguez la bombe, le parachute s'ouvre, c'est-à-dire que vous éloignez la bombe de l'avion, la bombe va tomber, va exploser, et cet éloignement protège
l'avion qu'il a largué, des éclats que va faire la bombe. Le problème, c'est pour l'avion qui suit. C'est-à-dire que si l'avion est trop loin, c'est lui qui va prendre des éclats. Et la marge est assez faible. On avait ce qu'on appelle une enveloppe clearance, c'est-à-dire un volume dans lequel vous devez être pour ne pas prendre des éclats, qui était à peu près de 70-80 mètres. Bon, là, le numéro 12 a pris un peu de retrait, on ne peut pas lui en vouloir, l'avion est lourd, il est déjà plein de gaz, il ne peut pas revenir, et là, il prend les éclats du leader. Mais il en prend plein partout. Donc, l'avion, le numéro 12 rentre encore une fois sur la pointe des pieds. L'avion est troué de partout. Il y a même un éclat qui est devant la glace avant, un qui a percé le réservoir qui est juste derrière, qui nécessite le démontage de l'aile pour le remplacer. Et le A91, c'est l'avion qui est au Bourget. C'est celui qui a pris un SA-7 lors de l'attaque du terrain d'Al-Jaber, première mission de la guerre du Golfe. Alors, il faut savoir qu'il a pris un SA-7, le SA-7 a explosé, a mis le feu au moteur, le moteur a été coupé, mais il est revenu. C'est-à-dire que cet avion, il a été capable de résister au tir d'un SA-7. Voilà. Donc c'est un avion qui prend des coups, malheureusement il ne rend pas invulnérable, il y a des moments où ça s'est mal passé, et ça s'est mal passé deux fois. Une fois à Taco, 78, juste après l'histoire de Quentin que je vous ai raconté, première passe le matin, dégagement, l'avion se fait tirer, feu moteur, là ça se passe mal, ça se communique partout, le pilote est obligé de s'éjecter, il est récupéré rapidement. Et puis le deuxième, malheureusement, c'est celui du capitaine Crossi. Alors le capitaine Crossi, c'est le pilote qui a donné le nom à la base de Bordeaux sur laquelle on se trouve. Alors l'histoire, je vais la raconter, elle est assez simple. Il y a une colonne de rebelles qui prennent une infirmière et un médecin d'une ONG, qui est Médecins sans frontières, je crois, dans le nord-ouest du Tchad. Ça se sait, les jaguars décollent. Bon, ils trouvent la colonne, elle est très vulnérable. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'autorisation de tir. Donc, ils l'ont eu 10 minutes après être partis. Bien dommage. Ils la retrouvent le lendemain, mais cette fois, elle est dispersée dans une palmeraie, la palmeraie de Torodoum. Et là, ils sont en position défensive. Il y a une première patrouille, un Jaguar de F1C qui attaque et qui font pas mal de dégâts, notamment le camion-citerne. Et la deuxième patrouille, dont le leader est le capitaine Crossi, à la première passe, il dégage, et apparemment, il aurait fait état d'une panne hydraulique. Mais tout ça, ça n'a pas pu être vérifié. Toujours est-il que son avion se met dans une position pas possible à cabrer et va percuter le sol. Le Jaguar était l'avion par lequel l'armée de l'air faisait la guerre. Alors cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est du général Forget, le grand Forget, le grand Yaka. C'était un chef qui était craint, mais qui était respecté, qui était juste et qui a mené l'opération Lamontin d'une main de maître. Donc effectivement, et ça a duré pendant 20 ans, plus de 20 ans. Ça a commencé avec Lamontin en fin 77, début 78. Il y a eu Tarco, il y a eu Monta, il y a eu Permier, intervenu dans le Golfe, au Kosovo, en Serbie, partout. Cet avion, c'était l'avion qu'on envoyait quand ça se passait mal à l'extérieur et jusqu'à l'Afghanistan.